Il y a quelque temps, alors que le monde vivait des jours paisibles, il a dû subitement subir une catastrophe inimaginable. Cet événement s'est produit lorsqu'une soi-disant bombe démocratique a été larguée d'en haut. Personne ne savait s'il avait été publié par un Américain, un Nord-Coréen ou un Russe désemparé. Mais la conséquence fut que la planète entière fut recouverte d'une terrifiante couche de rouille. Partout, des villes aux zones rurales s'étaient corrodées. Toutes les terres, étangs, lacs, rivières et même les bâtiments ont été détruits. Finalement, le monde s'est transformé en un désert aride, froid et désolé, effrayant. Dans ce paysage dévasté, un mystérieux jeune homme est apparu. Il était complètement couvert de la tête aux pieds, ne ressemblant en rien à un fantôme sortant d'un cauchemar, et à ce moment-là, il était coincé à un point de contrôle. En attendant, les yeux du jeune homme se sont tournés vers une affiche de recherche affichée sur le tableau d'affichage. Immédiatement, le gros gérant de la zone a pris la parole, affirmant que la personne figurant sur le journal était un dangereux criminel, intensément traqué parce qu'on pensait qu'il avait la capacité de cultiver des moisissures. À cette époque, les champignons n'étaient plus considérés comme un aliment normal, mais étaient devenus un symbole de toxicité. Dans la ville, les gens vivaient, commerçaient et travaillaient encore quotidiennement. Mais l'ambiance était toujours tendue, car les forces de sécurité apparaissaient partout. Ils ont vérifié chaque ruelle, chaque stand. Toute personne montrant des signes de commerce ou de stockage de champignons était immédiatement arrêtée. Pour les gardiens, les champignons étaient également considérés comme des drogues. Toute personne impliquée était traitée comme un criminel. Dans une maison close du vieux quartier, où les lumières rouges clignotaient, une riche dame était assise, appuyée en arrière sur sa chaise, et ne cessait de divaguer sur sa vie douloureuse et amère. Les jeunes filles assises autour d'elle essayaient de faire semblant d'écouter, hochant la tête de temps en temps, introduisant parfois quelques mots pour montrer leur empathie. Mais en réalité, ils ne pensaient qu'à des choses insignifiantes, bavardant sur diverses choses aléatoires. Dans la même maison, dans une chambre privée, un jeune couple faisait quelque chose qui semblait assez louche. En un coup d'œil, les gens pourraient comprendre à tort qu'ils se livraient à des activités sombres et inappropriées. La fille à l'intérieur a soudainement crié de peur, disant que c'était trop gros, tandis que le jeune homme la réconfortait gentiment en lui disant qu'être grand était efficace. Étonnamment, c'était Yu qui avait des pensées sombres, car il n'était pas engagé dans des activités charnelles, mais s'injectait et distribuait des médicaments pour traiter les maladies. Le jeune homme s'appelait Milo, un jeune médecin passionné et en qui le peuple avait confiance. Il faisait de son mieux pour aider les gens qui souffraient à guérir la maladie de la rouille qui dévorait leur corps petit à petit. Sans sa propre clinique, Milo s'est vu gentiment prêter un coin dans le bordel par les prostituées au bon cœur pour lui servir de centre médical temporaire. Un jour, alors que Milo soignait deux pauvres pères et fils, la dame du bordel assise à proximité lui a fait part de la rumeur selon laquelle ceux qui protégeaient les champignons étaient en réalité les coupables. Ils avaient secrètement répandu de la rouille, rendant le monde aussi désolé qu'il l'était aujourd'hui. Après avoir terminé son travail, Milo s'est vu offrir par madame une nuit de passion gratuite avec certaines prostituées. Les filles rirent en entendant cela, montrant leur enthousiasme. Si c'était quelqu'un d'autre, il n'aurait certainement pas été aussi poli. Mais Milo se contenta de sourire, refusant poliment. Il a dit qu'il était effectivement beau, mais pas si facile. Le commentaire a fait éclater de rire tout le monde, les faisant l'apprécier encore plus. Sur le chemin du retour, Milo s'est arrêté dans une boulangerie familière pour acheter de la nourriture. Dans le même temps, il a secrètement acheté des champignons au propriétaire du magasin. Le propriétaire a remis les marchandises tout en lui demandant anxieusement de faire attention à ne pas se faire découvrir par les gardes, sinon toute la ville serait dans le chaos. Seul Milo était médecin, les gens d'ici ne pourraient pas se passer de lui. Le propriétaire a refusé d'accepter le paiement car Milo avait auparavant soigné sa fille gratuitement. Mais Milo, étant une personne honnête, a quand même insisté pour laisser l'argent, considérant que c'était un échange équitable. Puis il est parti. De retour chez lui, Milo a donné le pain à sa sœur aînée. Elle était autrefois gardienne, mais elle a maintenant contracté la maladie de la rouille, la forçant à quitter son emploi. Les moyens de subsistance des frères et sœurs dépendaient principalement de Milo. Juste après avoir mangé, Milo était déjà en train de formuler assidûment des médicaments, car le comité lui avait parrainé une machine de formulation sophistiquée et moderne. Sa sœur, inquiète, a rappelé à son frère d'être très prudent avec Kurokawa, le président du comité du district. C'était une personne perfide qui ne donnait jamais rien à personne gratuitement. S'impliquer trop avec lui ne se terminerait pas bien. Mais Milo s'est contenté de sourire, disant qu'il n'avait pas peur. Il n'avait qu'un seul objectif, trouver un remède contre la maladie de la rouille pour sauver la ville.
Pendant ce temps, au bureau du poste de contrôle, le gros homme continuait de se vanter du mystérieux criminel recherché. Il se vantait que l'homme avait des capacités si extraordinaires que tous les cadavres derrière lui avaient été ramenés par lui. La personne masquée qui l'accompagnait a fait preuve de curiosité, pressant des questions sur les objets étranges à proximité. Le gros homme expliqua qu'ils n'étaient que des cadavres. Soudain, la télévision dans la pièce diffusa les dernières nouvelles. En dehors de la ville, des champignons géants avaient poussé de manière inattendue, devenant aussi hauts que des tours, rendant la sœur de Milo agitée. Milo a demandé la permission à sa sœur de sortir et de lui livrer des médicaments. Avant de partir, elle lui a rappelé d'être particulièrement vigilant. Milo est allé à la boulangerie pour obtenir plus de champignons comme prévu, mais il a été volé de manière inattendue par un enfant qui pensait que c'était de la nourriture. Il les poursuivit aussitôt, se précipitant dans une petite ruelle. À sa grande surprise, il est tombé dans une embuscade tendue par le garçon. En voyant le visage délicat de Milo, le garçon pensa qu'il était une fille et arrêta son attaque. Mais étonnamment, Milo grogna, affirmant qu'il était un homme convenable. Néanmoins, Milo ne lui en a pas voulu, mais a plutôt soigné la blessure à l'œil du garçon, puis a promis de lui offrir un repas copieux la prochaine fois. Juste après le départ du garçon, Kurokawa, le président du comité du district, est soudainement apparu. Il utilisa à nouveau son ton persuasif, incitant Milo à le suivre dans la grande ville pour soigner les patients dans de meilleures conditions. Milo refusa toujours fermement car il avait de nombreux patients dans sa ville natale. Kurokawa n'abandonnerait pas. Il essaya de se rapprocher, ce qui fit craindre à Milo d'exposer le sac de champignons dans sa main. Juste au moment tendu, un champignon géant a soudainement poussé en plein milieu de la route. Kurokawa fut distrait et se tourna vers le point de contrôle. Au bureau du poste de contrôle, l'homme masqué accompagnant le gros officier a déclaré que ces cadavres étaient ceux de moines. Il portait la responsabilité de les ramener dans leur famille. Les gardes ont temporairement cru ces paroles, sans vérifier davantage, mais ils ont quand même remis en question l'arc qu'ils portaient, car les arcs étaient des armes interdites dans la ville. À ce moment, le moine révéla sa véritable apparence. Ses cheveux rouge-feu ressortants, et avec une flèche, il fit pousser violemment des champignons, détruisant tout autour. Alors qu'il fuyait les gardes, il rencontra accidentellement Milo. Pendant ce temps, à la maison, la sœur de Milo avait enfilé son uniforme de garde, bien décidée à sortir pour protéger la ville. Lorsque Milo est revenu en courant, essayant de l'arrêter, elle l'a assommé pour avoir trop parlé. Au moment où il se réveilla, elle était déjà partie. Milo n'avait d'autre choix que de se concentrer sur son laboratoire, formulant des médicaments à partir des champignons nouvellement acquis. Alors qu'il travaillait, Milo entendit soudain un bruit derrière lui. Lorsqu'il s'est retourné, il a vu le jeune homme aux cheveux roux qui se tenait là, ainsi qu'un vieil homme grièvement blessé. Cet homme s'est présenté comme étant Bisco, l'homme pourchassé par le monde entier. En raison de soupçons, le gardien avait demandé à la personne en face de lui de prouver qu'il était moine en récitant un passage de l'écriture. Une demande en apparence simple, mais qui l'a en réalité mis dans une position difficile, parce qu'à ce moment-là, il ne trouvait aucun mot pour répondre. Le silence qui les enveloppait rendait la situation encore plus tendue. Il savait que s'il révélait un défaut, il n'y aurait aucun moyen de revenir en arrière. En un instant, il a choisi d'agir. Il a tiré une flèche puissante qui a détruit la porte, des fragments de bois ont explosé, de la poussière s'est envolée, et immédiatement après, le grand tissu cachant le secret a été retiré, révélant le grand-père de Bisco avec un crabe géant. Tous ceux qui en ont été témoins ont été étonnés. Les deux n'ont eu d'autre choix que de s'enfuir immédiatement, alors que le bruit des pas et des coups de feu résonnait de loin. L'équipe de garde hippopotame, munie d'énormes mitrailleuses, était à sa poursuite, des volées de balles enfoncées dans le sol, créant des trous profonds, de la fumée et de la poussière recouvrant complètement le chemin. Bisco sauta rapidement sur le dos du crabe, ses mains agrippant fermement l'arc, tirant continuellement des flèches pointues pour faire face à chaque hippopotame qui approchait, sa précision et sa vitesse empêchant les gardes de s'approcher. Dans le même temps, son grand-père ne restait pas inactif, mais utilisait des champignons spéciaux dotés de capacités de saut pour les propulser tous les deux vers le haut et par-dessus les murs de la ville. Le saut inattendu a créé le chaos dans toute la ville, laissant les gardes incapables de réagir à temps. Après avoir atterri à l'intérieur, Bisco a donné à Milo exactement le type de champignons dont il avait besoin pour préparer des médicaments destinés à soigner les blessures de son grand-père. À présent, le vieil homme était grièvement blessé. Le sang trempait ses vêtements et sa respiration s'affaiblissait. Milo, avec son odorat aiguisé comme celui d'un chien de chasse, pouvait dire à l'odeur du sang que les blessures du vieil homme étaient extrêmement graves et ne pouvaient être soignées avec de simples médicaments oraux.
Milo a supplié de toute urgence de procéder à une intervention chirurgicale immédiatement, car le temps pour le vieil homme était compté. Bisco, le cœur troublé, acquiesça finalement. Il a donné à Milo exactement 10 minutes pour préparer le médicament avant de procéder à l'opération. Son cœur était plein de doutes, mais dans cette situation, il n'y avait pas d'autre choix. Cependant, le chaos ne s'est pas arrêté là. Au moment où il commençait à travailler, les hommes du président ont découvert leur cachette et ont tiré un coup de semonce qui a mis la salle dans une tension extrême. Tension, Bisco a rapidement pris Milo en otage, mais ils ont ri d'un air moqueur, déclarant avec désinvolture qu'ils s'en fichaient, puis ont quand même tiré sans hésitation, déterminés à éliminer tout le groupe. Bisco n'avait pas d'autre choix. Il tira plusieurs flèches puissantes pour arrêter l'avancée de l'ennemi, tout en attendant patiemment que les serviteurs à tête de lapin se rapprochent. Dès qu'ils sont entrés dans la mêlée, il a rapidement saisi l'occasion, se préparant à emmener Milo et son grand-père. La clinique de Milo était désormais envahie par des champignons et complètement détruite, ressemblant à une forêt déformée. Même si Milo le regrettait, il n'avait pas le choix. S'il ne sacrifiait pas cet endroit, le groupe tout entier serait en danger. À ce moment critique, la sœur de Milo est arrivée au volant d'un véhicule qui s'est écrasé directement dans la zone que bloquait l'équipe de garde. Parce qu'elle était un commandant de haut rang, les soldats de la garde ont immédiatement obéi à ses ordres. La situation a été rapportée en détail. Cet après-midi-là, Bisco et son grand-père étaient sur le point d'être acculés. Ils ont dû utiliser les champignons sauteurs spéciaux pour survoler à nouveau les murs de la ville. Une décision risquée, mais la seule issue de secours. Cependant, juste au moment où ils étaient sur le point de partir, un hippopotame géant les chargea soudainement, ouvrant grand ses mâchoires comme s'il voulait écorcher Bisco avec une morsure mortelle. Étonnamment, tout le monde a été étonné de voir Bisco soulever à lui seul l'hippopotamus entier et le jeter au loin. Ailleurs, Kurokawa attendait à côté de lui une fille aux cheveux roses. Elle lui présenta ses excuses pour l'oubli qui avait permis à Bisco de s'échapper, mais il ne semblait guère inquiet. Avec un visage froid, il a immédiatement ordonné à ses subordonnés de continuer à mettre en œuvre le plan, car sa principale préoccupation était d'empêcher Bisco de rencontrer directement la force principale de la garde, évitant ainsi un chaos incontrôlable. Quelques heures plus tôt, Bisco et son grand-père avaient heureusement traversé les remparts de la ville, trouvant un coin pour se reposer. Le grand-père de Bisco souffrait désormais de la terrible maladie de la rouille. Il savait bien qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Il a essayé de demander à Bisco de continuer à lutter, même s'il ne serait plus à ses côtés à l'avenir. À ses yeux, Bisco était la personne la plus saine, le seul espoir. Il maîtrisait toutes les compétences que son grand-père lui avait enseignées, à l'exception de celle de préparer des médicaments. Bisco refusa d'écouter, secouant la tête, rejetant absolument l'idée que son grand-père considérait sa propre vie avec autant de légèreté. Ils avaient traversé tant d'épreuves, détruit des dizaines de points de contrôle, juste pour trouver les rares champignons mangeurs de rouille, dans l'espoir de créer un remède pour son grand-père. Il jura donc qu'il ne laisserait pas son grand-père mourir, malgré tous les dangers. Bisco s'est rapproché de l'endroit où se reposait le crabe, quand soudain une fusée a survolé le ciel. Rapide comme l'éclair, il a immédiatement tiré son arc et a tiré une flèche. La fusée a explosé dans les airs, les fragments se sont dispersés, surprenant la jeune fille contrôlant l'avion escargot dans le ciel. Sentant quelque chose de dangereux approcher, le grand-père de Bisco lui dit précipitamment de se cacher sous le crabe pour éviter le poison que l'escargot était sur le point de projeter. Bisco a tenté de riposter. Soudain, une anguille électronique est sortie de nulle part, lui mordant directement la jambe. À ce moment-là, l'avion au-dessus a tiré une volée de balles. Son grand-père n'a pas hésité et s'est précipité pour protéger son petit-fils. Il tremblait après avoir reçu une balle, du sang trempant ses vêtements. Bisco était abasourdi, Bisco resserra sa prise sur l'arc, canalisant toutes ses forces pour tirer une flèche mortelle, provoquant l'explosion et l'écrasement de l'avion au sol. Sans tarder, il monta immédiatement sur les crabes, directement en ville pour trouver un médecin, le désespoir le poussant à avancer sans s'arrêter. Lorsque les deux hommes réussirent à se cacher dans les égouts souterrains, Milo fut surpris par la vitalité du grand-père de Bisco, prenant 6 balles et ne tombant toujours pas, comme si sa ténacité était devenue légendaire. Bisco a demandé en urgence à Milo s'il pouvait soigner son grand-père. Milo a affirmé avec confiance qu'il le pouvait. Bisco a décidé de sortir et de distraire afin de gagner du temps pour le traitement de Milo, mais Milo a fermement insisté pour soigner les blessures de Bisco avant de le laisser sortir se battre. Bisco a remis son grand-père à Milo, puis s'est précipité dehors. Ailleurs,
La sœur de Milo a reçu des informations selon lesquelles la direction dans laquelle elle se dirigeait était en fait un piège tendu par les gens de Kurokawa et que la bonne direction devait être vers l'ouest. Un gardien lui a conseillé de rester calme avant d'en savoir plus, car ils venèrent de découvrir un champignon géant poussant au sein même de la clinique de Milo, détruisant complètement l'endroit. La sœur de Milo était très en colère, mais devait quand même donner des directives à ses subordonnés, puis décida de se diriger seul tout droit vers l'ouest. Quant à Bisco, il avait éliminé tous les soldats de Kurokawa, ne gardant que la fille aux cheveux roses, parce qu'elle avait l'air plutôt mignonne. Bisco commença à l'interroger. À ce moment-là, la sœur de Milo est arrivée à toute vitesse en scooter. Bisco a rapidement utilisé des champignons pour renverser le véhicule, mais la sœur de Milo n'a pas bronché et a chargé directement pour attaquer. Derrière la fumée, Bisco a sorti son arc et a tiré une flèche qui a transpercé l'arme qu'elle tenait à la main. Le bruit du métal brisé résonnant dans tout l'espace, signalant qu'une nouvelle confrontation était sur le point de commencer. Les haut-parleurs de la ville diffusaient des avertissements concernant la moisissure. Il a été conseillé aux gens de prendre des mesures de protection pour éviter d'inhaler des spores fongiques. Les filles du bordel étaient animées de discussions sur les énormes champignons géants qui venaient de germer. Après avoir vécu 2 ou 3 décennies, c'était la première fois qu'il voyait quelque chose de pareil. La madame s'est empressée d'inciter les filles à rentrer à l'intérieur pour éviter d'inhaler les spores. Soudain, quelqu'un d'en bas a annoncé la terrible nouvelle que la clinique des pandas venait d'être détruite. Cette nouvelle a rendu madame extrêmement inquiète, car cette clinique avait le jeune homme Milo, quelqu'un à qui elle a toujours tenu. Pendant ce temps, du côté de Milo, il faisait une transfusion sanguine au grand-père de Bisco. Le vieil homme était sur le point de s'effondrer à cause de la maladie de la rouille corrosive. Grâce au sang transfusé, le vieil homme a progressivement repris conscience. Cependant, il restait la dure vérité selon laquelle son corps avait été trop corrodé par la rouille. Il ne pouvait vivre encore qu'1 mois avant que ses organes vitaux ne soient complètement détruits. Il a néanmoins gardé son sang-froid. Il a loué les compétences de Milo, affirmant que ce jeune homme avait des mains habiles, à la fois délicates et patientes. Puis il s'est présenté comme étant Jabai, le maître de Bisco. Dehors, la bataille entre Bisco et la sœur de Milo se déroulait avec intensité. Ils se chargèrent l'un l'autre, lançant des attaques féroces, le bruit des chocs métalliques et des grognements rendant l'atmosphère lourde. Bien que Bisco attaquait, il conseillait continuellement à la sœur de Milo d'arrêter, car chaque fois qu'elle frappait, la rouille sur son corps s'étendait plus largement, ce qui signifiait que la mort se rapprochait. Mais la sœur de Milo s'en fichait du tout. Dans ses yeux, il n'y avait que de la haine. Elle croyait fermement que le Bisco était la cause de l'apparition et de la propagation de la rouille, et elle ne pouvait donc pas s'arrêter. Expliqué, essayant de la convaincre. Mais la colère dans le cœur de la sœur de Milo était trop grande, empêchant ses mots d'atteindre ses oreilles alors que les deux étaient occupés à se battre. Ailleurs, Jabai disait à Milo une vérité que peu de gens connaissaient. Les champignons ne propagent pas la rouille comme les gens le pensaient. Au contraire, les champignons mangent la rouille pour survivre et se développer. Il a en outre expliqué que ce monde était intrinsèquement dur et cruel, c'est pourquoi les organismes devaient évoluer pour s'adapter et les champignons ont été les premières espèces à développer cette capacité spéciale. Il a raconté que pendant longtemps, des gens comme lui avaient essayé de planter des champignons sur des parties du corps ou des objets affectés par la rouille, et qu'au fil du temps, les champignons absorbaient et purifiaient progressivement la rouille. Mais comme le changement s'est produit lentement, les étrangers n'ont vu que des champignons se développer à partir de plaques de rouille et ont rapidement conclu que les champignons en étaient la cause. Ce malentendu s'est aggravé, surtout lorsque ceux qui protégeaient les champignons n'étaient pas doués pour expliquer, ce qui a amené le monde à les mal comprendre et à les mépriser. Cependant, les paroles sincères de Jabai ne parvenaient toujours pas à émouvoir la sœur de Milo. Avec colère, elle a jeté son véhicule sur Bisco, le faisant être projeté au loin. Bisco, souffrant, essayait quand même d'expliquer qu'il n'avait planté des champignons sur les zones rouillées que pour les traiter et qu'il n'avait jamais demandé de gratitude à personne. Pourtant, il a été incompris, battu, traité en ennemi. De toute évidence, il était bouleversé, blessé, mais il restait patient. La sœur de Milo était différente. Elle voulait seulement connaître le véritable objectif de Bisco. Lorsqu'on lui a demandé, Bisco a été forcé d'admettre que lui et Jabai recherchaient un champignon mangeur de rouille extrêmement rare, considéré comme un remède miracle capable de guérir la rouille à sa racine n'importe où. La sœur de Milo, Paou, entendant cela, devint encore plus en colère, croyant que ce n'était qu'une excuse, mais Bisco s'en fichait.
Il se vantait même avec enthousiasme d'avoir trouvé ici un médecin compétent, quelqu'un qui ressemblait beaucoup à Pawu, lui faisant deviner qu'ils devaient être des parents par le sang. Cette déclaration revenait à verser de l'huile sur le feu. Pawu est devenu furieux, chargeant frénétiquement pour briser toute la section du mur où se tenait Bisco, mais cette fois, Bisco s'est montré proactif. Il a utilisé Milo lui-même pour la provoquer, pour l'attirer dans son piège. Dans sa colère, Pawu attaqua plus violemment, et c'est à ce moment-là que Bisco a habilement planté des champignons pour qu'ils poussent dans son arme. En voyant cela, il ne pouvait s'empêcher de se sentir amer, car son travail avait toujours consisté à planter des champignons pour sauver les gens, pas à les utiliser pour contre-attaquer une fille. Mais la bataille l'y avait contraint. Finalement, Bisco a tiré une flèche sédative, puis a rapidement attrapé le corps de Pawu alors qu'elle tombait. Ne voulant pas qu'elle soit blessée, il la porta doucement, la ramenant à la cachette des égouts souterrains. Là, Bisco a rencontré à nouveau son grand-père, qui n'avait plus l'air d'un vieil homme maladroit, mais semblait en pleine santé comme un jeune de 18 ans, émouvant Bisco au point de presque pleurer, malgré ses efforts pour se retenir. Milo s'est également précipité, effrayé de voir sa sœur inconsciente. Bisco l'a rassuré en lui disant qu'on lui avait seulement injecté des sédatifs et qu'elle se réveillerait sous peu. Milo lui avait déjà injecté un médicament anti-rouille, ce qui lui donnait plus de temps. La situation était encore plus urgente alors que les gardes de la ville étaient sur le point d'arriver. Jabai a décidé de se porter volontaire pour rester sur place pour les bloquer, donnant ainsi du temps aux jeunes pour s'échapper. Visco n'était pas d'accord, comprenant que sans son grand-père, personne ne pourrait préparer le médicament. À ce stade, Milo s'est avancé de manière inattendue, affirmant qu'il pouvait remplacer, qu'il apprendrait et le ferait avec une détermination totale. Visco s'y opposa, estimant que le monde extérieur était trop dur pour quelqu'un comme Milo, mais Milo est resté ferme car il voulait non seulement soigner, mais aussi trouver un remède pour sauver les derniers membres de sa famille. Voyant ce regard déterminé dans ses yeux, Bisco hocha finalement la tête en signe d'accord pour laisser Milo l'accompagner. À ce moment-là, les gardes sont arrivés, forçant Jabai à se mettre en travers de leur chemin. Milo a décidé de laisser sa sœur derrière lui, plaçant à côté d'elle un sac de médicaments anti-rouille pour lui permettre de survivre. La scène d'adieu était pleine d'émotions étouffées, mais avant qu'elle ne puisse se terminer, Bisco avait déjà éloigné Milo avec force. Comme le temps presse, ils se précipitent vers la porte, mais là ils sont arrêtés. Un autre groupe de gardes s'est approché par derrière, les piégeant tous les deux. Bisco a rapidement dégainé son arc et a tiré une flèche spéciale. Le pont en face s'est effondré, les faisant tous deux tomber de la porte de la ville. À ce moment-là, au milieu de tous les dangers, il ne restait qu'un fragile espoir qu'ils continuent à survivre et à marcher sur le chemin épineux qui les attend. Le premier jour dehors, Milo parlait continuellement, bavardant sans arrêt sur diverses choses, irritant Bisco, dont le visage était toujours renfrogné. Milo pensa négligemment qu'il s'était peut-être égaré, mais Bisco refusa catégoriquement de l'admettre. La fierté d'un homme né habitué à l'errance, qui a vécu par libre instinct dans la nature, ne lui permettait pas d'admettre qu'il s'était trompé de direction. Les deux hommes ont continué à marcher jusqu'à atteindre un endroit où des algues flottaient à la surface de l'eau. Milo fut immédiatement fasciné, les yeux brillants. Il s'arrêta pour regarder, curieux comme s'il découvrait quelque chose de magique. Mais Bisco était différent. Il était agacé et impatient, jetant négligemment quelque chose au visage de Milo, le surprenant. Bisco lui rappela qu'il n'était pas là pour s'amuser, que cet endroit plein d'algues attirait les bêtes sauvages la nuit. Et s'il s'attardait, le danger pouvait survenir à tout moment. Les deux hommes ont quitté les lieux et ont continué leur route. Mais peu de temps après, Milo s'est évanoui sur la route. Bisco soupira, impuissant, puis revint avec deux bébés lézards à la main, qui jouaient toujours, se mordant la queue. Bisco les fit rôtir pour que Milo les mange, car il s'était simplement évanoui à cause d'une faim extrême. Après avoir mangé, Milo redevint alerte. Tous deux comprirent que le temps était compté, car Jabai ne pouvait vivre qu'1 mois de plus, tandis que les médicaments que Milo avait laissés à sa sœur ne dureraient que 3 mois. Conscient de l'urgence, Bisco a sorti une carte indiquant clairement leur itinéraire, et a déclaré qu'il traverserait une mine de charbon. Milo s'est immédiatement inquiété car il savait que des rats géants dangereux habitaient souvent les mines de charbon, mais Bisco l'a rassuré en lui disant qu'il avait un moyen de s'en occuper. À ce moment-là, Bisco a découvert une pince de crabe géante dépassant dessous le sable. Il siffla et sous le sable épais, leur troisième compagnon apparut, c'était le crabe de Bisco. Milo comprit soudain que la raison pour laquelle ils avaient initialement dévié de leur cap était que Bisco recherchait ce crabe car il s'enfouissait souvent dans le sable pour dormir. Selon les estimations, s'ils chevauchèrent le crabe, il ne leur faudrait que 2 jours pour atteindre la mine et les rats qui s'y trouvent
ne serait pas assez stupide pour attaquer une créature d'une telle taille. Mais alors que Milo ne s'était même pas correctement installé sur le dos du crabe, celui-ci fut jeté à terre. Bisco haussa simplement les épaules et lança à Milo une tenue spéciale à porter pour aider le crabe à se sentir moins étrange. Cependant, ce crabe semblait exceptionnellement intelligent. Même si Milo avait enfilé ses vêtements, cela le déstabilisait quand même. Milo dut marcher, suivi de Bisco et du crabe. Dans l'après-midi, il a tenté de grimper à nouveau sur le dos. La deuxième tentative semblait plus prometteuse, mais il fut quand même déçu. Cela a continué avec Milo, essayant encore et encore plusieurs fois, au point où le crabe se retournait, lui donnant le vertige, voyant tout s'assombrir, puis s'éclairer à nouveau. Le lendemain matin, pendant que Milo s'entraînait avec persistance à monter le crabe, Bisco préparait une solution fongique toxique pour tremper ses flèches. Soudain, quelqu'un est apparu. Milo a freiné brusquement, a été projeté devant une fille, et par coïncidence, c'était la fille aux cheveux roses que Bisco avait déjà rencontrée. Elle regarda Milo avec des yeux à la fois curieux et taquins, le complimentant d'avoir un si gros crabe. Bisco entendit les cris et se retourna pour voir la même fille grimper sur le dos du crabe. Alors que Milo s'accrochait à sa griffe, Bisco a immédiatement utilisé une flèche imbibée de champignons pour tirer un avertissement. Ses yeux pleins de menaces, une flèche frappa la cuisse de la jeune fille, lui causant une douleur intense, mais elle rit toujours d'un air moqueur. Il s'est avéré qu'elle voulait attirer Milo en lui promettant de lui montrer comment monter le crabe, mais elle avait en réalité l'intention de le voler. Milo, à ce moment-là, a fait quelque chose de différent de manière inattendue. Il a parlé au crabe, lui demandant de se pencher pour pouvoir appliquer des médicaments. Et étonnamment, le crabe a effectivement obéi. Bisco était étonné, car Milo, bien qu'incapable de le monter, avait fait coopérer le crabe. À partir de ce moment-là, Bisco a changé son plan. Milo n'avait plus besoin de s'entraîner à monter à cheval et les trois continuèrent leur voyage ensemble. Ce soir-là, ils s'arrêtèrent pour se reposer dans un temple sur la montagne. Ici, étonnamment, ils rencontrèrent à nouveau la fille aux cheveux roses. Elle avait l'air mal à l'aise, semblant s'étouffer avec quelque chose dans sa gorge. Milo accourut rapidement, lui tapotant le dos pour l'aider à vomir, mais ce n'était pas suffisant. Dans un geste imprudent, Milo pressa ses lèvres contre les siennes, comme un baiser forcé, pour extraire une chrysalide de sa gorge. Milo a expliqué qu'il s'agissait d'un type de chrysalide couramment utilisé pour contrôler les esclaves, les empêchant de s'échapper. La jeune fille a d'abord pensé qu'ils l'avaient aidé tous les deux uniquement parce qu'il désirait son corps immaculé, mais Bisco a froidement dit qu'il n'était pas du tout intéressé. En entendant cela, Milo rougit d'embarras et fut immédiatement taquiné par Bisco parce qu'il était vierge. La colère de Bisco l'a presque poussé à tirer une flèche pour lui tirer dessus, tandis que Milo disait calmement qu'il voulait juste de la nourriture. Finalement, la fille aux cheveux roses ouvrit son sac, le déposant devant eux deux pour qu'ils puissent choisir. Milo a choisi un paquet de crackers, tandis que Bisco a choisi des flèches. La jeune fille a alors exigé un paiement, ce qui a irrité Bisco. Mais Milo a quand même accepté de payer. Il a même volontiers offert à Bisco un avant-goût des craquelins, et tous deux ont trouvé la saveur excellente. Cependant, lorsqu'il s'agissait d'essence, elle ne voulait pas la vendre, la versant même juste devant eux. Cette nuit-là, un soudain tremblement de terre s'est produit. Bisco se réveilla en sursaut. Alors que Milo chevauchait le crabe et s'enfuyait, Bisco découvrit qu'il était désormais allongé sur le dos d'un insecte géant. Milo cria que c'était une forteresse vivante. S'il percutait la mine de charbon, la mine entière exploserait. Bisco savait bien que cette espèce était un insecte mangeur d'os, et il s'était réveillé à cause de l'essence renversée par la fille aux cheveux roses. Bisco a crié fort, montrant à Milo comment diriger le crabe pour qu'il frappe la tête de l'insecte pour l'arrêter. Mais à ce moment-là, il était tenu fermement par la jeune fille aux cheveux roses, incapable de bouger. Milo avait imploré le crabe de tout cœur, et celui-ci obéit, sautant pour poignarder directement la tête de l'insecte. Bisco a réussi à sauter, entraînant la jeune fille avec lui, puis a tiré une flèche imbibée de champignons dans le crâne de l'insecte. Immédiatement, les champignons se sont propagés, le virus s'est arrêté, puis s'est effondré. Le groupe s'est heureusement arrêté juste avant la mine de charbon, mais avant qu'ils aient pu reprendre leur souffle, un obus a été tiré sur eux, provoquant l'explosion de toute la zone de la mine. Ils ont été obligés de trouver un autre itinéraire. Le lendemain matin, au réveil, Milo rapporta que la jeune fille aux cheveux roses s'était enfuie avec leur argent, mais qu'au moins, elle avait laissé de la nourriture, montrant qu'elle avait une certaine conscience. Bisco regarda Milo, réalisant qu'il était devenu très habile à monter le crabe, malgré ses mains pleines de blessures. Cela prouvait que Milo avait pratiqué avec beaucoup de diligence. Bisco hocha légèrement la tête, montrant son admiration, puis ils continuèrent tous deux leur voyage. Après avoir repris connaissance,
Paou a immédiatement grimpé sur sa grosse moto, a démarré le moteur et s'est enfuie très rapidement. Elle suivit les traces restantes avec une seule pensée en tête. Elle devait retrouver Milo. Pendant ce temps, Milo et Bisco se trouvaient dans une situation dangereuse. Tous deux soudainement entourés par un groupe d'enfants portant des fusils et des bâtons qui se sont tous précipités pour attaquer comme s'ils leur avaient tendu une embuscade depuis le début. Ces enfants agressifs pensaient que Milo et Visco étaient les hommes de main de Kurokawa, alors ils attaquaient continuellement. Tous deux durent rapidement lever la main et essayer d'expliquer qu'ils n'étaient pas du tout du peuple de cet homme. Mais les enfants refusaient toujours catégoriquement de les croire. Milo a dit qu'il voulait juste acheter de la nourriture pour survivre, sa voix montrant clairement sa sincérité. Mais les enfants restaient sceptiques. Ils regardèrent les vêtements en lambeaux, les visages sales et l'apparence pauvre de Milo et Disco et ricanèrent. Car à leurs yeux, comment ces deux pauvres en lambeaux pourraient-ils avoir de l'argent pour acheter quoi que ce soit? L'attitude vigilante des enfants n'a pas diminué du tout. Les fusils et les bâtons étaient toujours pointés directement sur eux. Dans cette situation, Bisco a sorti à contre-cœur sa propre affiche de recherche, un papier froissé mais imprimant clairement sur son visage une prime attrayante pour prouver qu'il n'était vraiment pas lié à Kurokawa. Ce n'est que lorsqu'ils ont vu cette affiche de recherche que les enfants sont devenus moins méfiants, acceptant de ne plus attaquer, mais ils ne voulaient toujours pas les laisser partir. Peu de temps après, Milo et Bisco ont été escortés, rapidement ligotés et emmenés. Bisco semblait plutôt calme, souriant même froidement et promettant qu'il les laisserait le livrer pour la récompense s'il le voulait, car il n'avait plus rien à perdre. Tous deux ont été emmenés au refuge pour enfants, un endroit en ruine grossièrement recouvert de bois et de ferraille, puis incarcérés dans une pièce humide. Pendant ce temps, Paou passait par hasard devant un complexe d'appartements abandonnés, un endroit plein de cadavres éparpillés dans les couloirs et les escaliers, le pouce fixe de la mort rendant l'air suffocant. Là, elle était intervenue à temps pour sauver un couple de personnes âgées attaquées par une araignée géante. Après avoir été secouru, le couple de personnes âgées, haletant, a raconté que les cadavres éparpillés étaient tous des victimes de bandits, des personnes qui interceptaient et dévalisaient régulièrement les biens et objets de valeur des commerçants de passage. En signe de gratitude, le couple de personnes âgées a invité la sœur de Milo chez eux, une petite maison délabrée mais propre, en lui promettant de l'aider à réparer sa moto cassée. Pendant ce temps, Milo était détenu avec une petite fille qui semblait plus compréhensive que les autres enfants. La jeune fille paraissait douce, apportant à manger à Milo et lui conseillant de manger pour reprendre des forces. Grâce à cette attitude douce, Milo sentit que la jeune fille ne le considérait pas comme une mauvaise personne. Tout en parlant, la jeune fille n'a raconté à Milo la vie des enfants là-bas. Chaque hiver, ils devaient tous affronter une sorte de monstre qu'ils appelaient les enfants du diable, des créatures qui venaient souvent les harceler, semant peur et douleur. En observant attentivement, Milo remarqua des taches d'écailles blanches sur le bras de la jeune fille. Lorsqu'il lui a posé des questions, la jeune fille lui a dit qu'un jour, Kurokawa était apparu à cet endroit, déclarant que les enfants avaient été infectés par la maladie de la rouille, et que les adultes devaient donc travailler pour lui afin de gagner de l'argent pour acheter des médicaments pour le traitement. Après avoir entendu cela, Milo a immédiatement réalisé que c'était un mensonge, car les marques sur le bras de la jeune fille n'étaient pas dues à la maladie de la rouille comme il l'avait prétendu. Pendant ce temps, après que Paou soit arrivé à la maison du couple âgé, ils lui ont raconté une vieille histoire sur la façon dont ils vivaient dans une ville surpeuplée où les gens ont progressivement commencé à souffrir de la terrible maladie de la rouille. Un jour, quelqu'un se faisant appeler protecteur des champignons est apparu, se vantant de pouvoir guérir la maladie. Au début, la maladie a montré des signes d'amélioration, ce qui a amené les gens à lui croire et à lui être reconnaissants. Cependant, plus tard, un par un, les gens moururent à nouveau, leur corps se décomposant à cause de la rouille qui se propageait dans tout leur corps. Avant de partir, le protecteur autoproclamé a froidement déclaré que tout cela n'était qu'une expérience. En entendant cela, la haine monta dans le cœur de Paou. Sa haine pour le soi-disant protecteur des champignons se renforce. Elle a emprunté des outils au couple de personnes âgées et a réparé elle-même sa moto. Cependant, alors qu'elle travaillait, elle entendit des bruits étranges venant d'une grotte voisine. Avec un mauvais pressentiment, elle entra pour vérifier et fut choquée de découvrir que la grotte était pleine d'eau sec et de cadavres. La vérité était que le couple de personnes âgées était en réalité des meurtriers malades, tuant des gens pour satisfaire leur cruel plaisir. Ils avaient même l'intention d'en faire un mannequin. Lorsqu'elle les découvrit, ils semblaient trop confiants, croyant qu'elle avait bu le poison qu'ils avaient mis dans son repas plus tôt, mais étonnamment, elle avait déjà senti leur complot et ne l'avait pas bu. Juste au moment où elle était sur le point de contre-attaquer,
Un cadavre surgit soudainement de l'obscurité, sa bouche crachant une fumée toxique qui rendit l'espace brumeux. Elle s'est rapidement échappée, tandis que le couple de personnes âgées, sachant qu'ils ne pourraient pas gagner, a décidé d'exécuter leur dernier plan. Ils ont mis le feu pour faire exploser toute la grotte, choisissant de mourir ensemble, emportant tout dans la mer de flammes. Pendant ce temps, Visco était bloqué dans un autre coin. Il remarqua des lances calées dans un coin du mur qui avaient l'air plutôt belles et les demanda. Pour cette raison, les deux enfants qui le gardaient lui parlèrent de leurs parents, qui étaient autrefois de gentils pêcheurs, mais qui furent tous tués pour s'être opposés à Kurokawa. Lorsque Bisco a exprimé son désir d'avoir cette lance, l'enfant qui tenait l'arme s'est mis en colère, avec l'intention d'appuyer sur la gâchette et de tirer, mais s'est finalement arrêté de peur de perdre la prime s'il tuait accidentellement Bisco. Peu de temps après, le groupe d'enfants s'est précipité, se vantant que Milo avait guéri leur maladie, ce qui a quelque peu apaisé l'atmosphère tendue. Des deux gardes initiaux, il n'en restait plus qu'un, regardant attentivement une vieille carte en lambeaux. Bisco a immédiatement déclaré qu'il connaissait bien cet endroit, puis a raconté avec enthousiasme comment il avait été sauvé par un protecteur de champignons et voulait donc maintenant lui rendre l'appareil. Le garçon a ensuite remis la carte à Bisco, puis s'est enfui pour faire ses besoins, laissant Bisco seul dans la cellule. Profitant de l'occasion, Bisco a rapidement retiré ses menottes et ses chaînes. Dans le même temps, Milo a non seulement soigné la maladie, mais a également soigneusement prescrit des médicaments, expliqué comment les préparer et donné des conseils spécifiques aux enfants. Reconnaissant envers lui, les enfants ont voulu le remercier. Mais lorsque Milo leur a demandé de libérer Bisco, le chef du groupe a fermement refusé, estimant qu'ils avaient besoin d'argent pour acheter des armes pour lutter contre le banc de poissons globes avant l'hiver. Juste au moment où les mots se terminaient, un banc de poissons globes géants arriva. En cherchant de la nourriture, l'un d'eux a rapidement rattrapé le chef du groupe. Bisco s'est immédiatement précipité pour le sauver, balançant sa lance avec force, coupant le poisson globe en deux d'un seul mouvement net, même s'il était dommage qu'il n'y ait pas de riz pour faire une salade de poisson. Bisco a promis d'aider les enfants à surmonter le danger, mais a admis qu'il ne savait pas lire. Par conséquent, chaque fois qu'il tirait une flèche sur la carte, le garde devait lire le nom du lieu à Bisco. Au moment où la carte a été entièrement lue, le banc de poissons globes s'était retiré. Bisco a alors appelé son crabe géant pour qu'il vienne chercher Milo. Alors que Milo s'apprêtait à partir, la petite fille compréhensive le retint, plaidant que la ville avait besoin de quelqu'un comme lui. Mais Milo s'est contenté de sourire, affirmant qu'il avait transmis suffisamment de connaissances médicales à la jeune fille et qu'il pensait qu'elle deviendrait sa remplaçante pour guérir et sauver les gens. Avant de se séparer, le garçon chef du groupe a lancé à Bisco la lance laissée par son père, tout en gardant un air froid et en disant qu'il voulait tester si Bisco avait la capacité de se suicider. Cette action était en fait une confiance implicite. Pendant ce temps, Kurokawa chassait toujours frénétiquement, utilisant toutes ses forces pour rechercher Jabai, mais ne l'avait toujours pas attrapé. Soudain, il a fait signe à ses subordonnés de s'arrêter. En se penchant, il s'est approché de quelqu'un qui se tenait au bout de la file, son visage montrant clairement la méfiance. Il a arraché avec force le chapeau qui couvrait la tête de la personne et a immédiatement révélé son vrai visage. C'était Jabai déguisé. Bisco et Milo traversaient maintenant une vaste région enneigée. Le vent froid mordait si fort que chaque pas semblait 2 fois plus lourd. Milo frissonnait de la tête aux pieds, son souffle se transformant en brume blanche, presque incapable de bouger correctement, car le froid semblait pénétrer dans ses os. Visco ne semblait pas s'en soucier beaucoup, au lieu de cela, il riait d'un air moqueur, ses yeux pétillants de dédain lorsqu'il voyait Milo se débattre. Son rire résonnant dans l'espace silencieux fit rougir Milo d'embarras. Alors qu'ils essayaient de marcher, tous deux découvrirent soudain un lapin blanc sautillant dans la neige épaisse. Bisco a immédiatement tiré son arc avec l'intention de l'abattre, mais Milo est intervenu de manière inattendue, saisissant rapidement l'occasion. Il tira fermement sur la corde de l'arc, lâchant une flèche, mais à cause de ses mains tremblantes, la flèche dévia de sa trajectoire, manquant le lapin. Cependant, au lieu d'être inutile, la flèche s'est propagée dans un filet, piégé le lapin. Bisco fut momentanément surpris, tandis que Milo sourit et expliqua qu'il avait fabriqué des flèches spéciales en utilisant de la soie d'araignée, à la fois créative et utile. Bisco renifla froidement, disant que c'était juste une forme de tricherie, mais clairement dans ses yeux, il y avait un regard reconnaissant l'ingéniosité de Milo. Ils n'étaient pas allés bien loin lorsqu'ils rencontrèrent la fille aux cheveux roses d'avant. Figée dans une épaisse couche de glace,
son corps presque immobile. Les deux l'emmenèrent rapidement dans une petite grotte voisine pour se réchauffer. Milo se demandait comment elle avait pu atteindre cet endroit avant eux, et elle soupira, expliquant qu'elle avait réparé un vieil hélicoptère dans le temple, qui avait survolé ici. Mais malheureusement, il a été abattu par les canons anti-aériens de l'armée. En entendant cela, Bisco a immédiatement fait une remarque amère selon laquelle c'était du karma, que ceux qui font le bien rencontrent le bien, tandis que ceux qui font le mal n'attendent que la rétribution. La jeune fille réfuta avec colère, affirmant qu'elle n'avait jamais créé intentionnellement de mauvais karma, que tout cela était dû au destin qui l'y forçait, au courant de la vie qui l'a poussée d'une calamité à une autre. Ses paroles étaient teintées de désespoir. Elle a même murmuré qu'elle devrait peut-être simplement mourir et en finir avec ça. Bisco souleva un morceau de métal chaud et le pressa contre son front comme pour tester sa détermination, la faisant immédiatement crier et jurer, tremblante de colère. Mais cette réaction même prouvait qu'elle ne voulait pas vraiment mourir. Après avoir quelque peu récupéré, les trois hommes ont continué leur voyage. Mais Bisco n'aimait pas avoir un compagnon supplémentaire. Lui et la fille aux cheveux roses se disputaient constamment, leur querelle agaçant même le crabe géant, qui utilisa ses griffes pour les jeter tous les deux au sol en guise d'avertissement. Finalement, le groupe s'est arrêté dans un campement marchand, mais là-bas, plus personne n'utilisait de monnaie ringarde, ce qui les empêchait d'acheter quoi que ce soit. Le marchand a suggéré qu'ils ne feraient du commerce que s'ils laissaient le crabe derrière eux, ce que Bisco a immédiatement rejeté. Dans une impasse, la jeune fille aux cheveux roses a démontré son intelligence. Utilisant ses charmes féminins, elle a négocié que quelques conserves suffiraient à échanger contre la nourriture et les fournitures nécessaires. En poursuivant leur route, le groupe est arrivé à une gare abandonnée dont l'entrée était couverte de neige et de glace. Cette fois, le crabe géant est intervenu, utilisant sa force pour percer l'épaisse couche de glace, ouvrant ainsi un chemin vers le bas. L'espace était noir comme du sang, mais grâce à Bisco qui soufflait des champignons luminescents, une lumière bleu-violette mystique s'est répandue partout, donnant à Milo l'impression d'être entré dans un autre monde. Ils ont trouvé de vieilles locomotives. Heureusement, l'un d'entre eux fonctionnait toujours, mais le panneau de contrôle nécessitait d'insérer des pièces de yen, une monnaie abandonnée depuis longtemps. La jeune fille aux cheveux roses a encore une fois prouvé son ingéniosité en ouvrant le capot de la machine et en reconnectant les fils électriques complexes. Lorsque Milo et Bisco la regardèrent avec étonnement, elle raconta que dans le passé, elle avait été capturée comme esclave, forcée de travailler dans une usine de machines où de nombreuses personnes étaient rongées par la rouille. C'est à cette époque qu'elle maîtrise le fonctionnement des machines et décide de s'enfuir pour vivre. Pendant qu'elle était en train de réparer, Milo et Bisco étaient assis près du feu et partageaient un repas chaud. Milo a confié qu'il se sentait heureux de voyager avec Bisco, de vivre tant de nouvelles choses et de gagner en motivation pour trouver des médicaments pour sauver les gens. Il a interrogé Bisco sur son grand-père et Bisco a expliqué que bien qu'il ne soit pas son grand-père biologique, il était sa seule famille, également le maître qui lui avait tout appris, du tir à l'arc à la survie. Ces dures leçons l'avaient souvent poussé au bord entre la vie et la mort, mais c'est grâce à ce lien que Bisco était déterminé à le sauver à tout prix. L'histoire fit taire Milo, puis il murmura que c'était l'amour, l'attachement qui rendait les gens si courageux. La jeune fille aux cheveux roses entendit, son visage devenant rouge, à la fois embarrassée et confuse, mais souriant doucement. Enfin, finit de réparer la locomotive. Alors que Milo et Bisco se préparaient à monter à bord du train, la jeune fille aux cheveux roses hésita, décidant de ne pas les accompagner par crainte du danger. Ils ne l'ont pas forcée, ils lui ont juste demandé son nom, mais elle était prudente, craignant de laisser des traces. Milo promit de ne pas rire, la faisant hésiter avant de dire doucement qu'elle s'appelait Tyrol. Milo sourit et complimenta son beau prénom, l'émouvant de façon inattendue. Alors que le train commençait à rouler, Milo a promis qu'ils se reverraient et lui raconterait leur voyage. Tiro voulait les remercier de l'avoir traité comme une amie, mais il était trop timide et a gardé cela pour elle. Mais la paix n'a pas duré longtemps. Un banc de poulpes géants est soudainement apparu, attaquant violemment le train. Bisco s'est immédiatement lancé dans la bataille, faisant confiance à Milo pour son soutien. Au début, Milo était maladroit, mais ensemble, ils ont vaincu les plus petits, jusqu'à ce que la pieuvre géante apparaisse, étendant ses tentacules pour s'enrouler étroitement autour de Bisco. Milo a ordonné au crabe de jeter le moteur dans sa bouche, mais ses mains tremblaient toujours en visant. Bisco s'est ensuite tenu côte à côte avec lui, ajustant sa visée, tous deux tirant l'arc ensemble. La flèche a volé, heurtant le moteur, provoquant une violente explosion, détruisant le monstre. Ayant échappé au danger, le train s'est avancé vers la vallée cible.
C'était l'endroit où les protecteurs des champignons avaient mis les pieds et où se trouvait également le type de champignon qu'ils devaient trouver. Le paysage là-bas était magnifique. Soudain, ils virent un oiseau géant portant une pieuvre voler dans le ciel. Mais juste après, un serpent géant est apparu, avalant les deux animaux en entier. Reconnaissant qu'il s'agissait de l'espèce de serpent transportant les champignons mangeurs de rouille, Bisco a immédiatement balancé une corde pour attaquer. Mais toutes ses frappes furent inefficaces. Au milieu de la situation tendue, la sœur de Milo, Pawu, est apparue de manière inattendue, l'air pleine d'intentions meurtrières. Pawu est soudainement apparue de quelque part, l'air très tendu. Elle a exigé que Bisco lui rende son frère. Mais Bisco répondit calmement que Milo l'avait suivi volontairement, qu'il voulait sauver sa sœur par ses propres forces et qu'il n'était pas forcé. Milo acquiesça, mais sa sœur était toujours pleine de colère, refusant d'écouter. Bisco, avec sa nature colérique, a délibérément provoqué Pawu, lui faisant perdre encore plus son sang-froid. L'échange de paroles a mis tous les trois dans une atmosphère inconfortablement tendue. À ce moment-là, le serpent géant se précipita soudainement en avant. Sa cible cette fois, c'était eux. Pawu a rapidement fait reculer son véhicule pour l'éviter, mais l'attaque inattendue était si puissante qu'elle était toujours étroitement enveloppée et entraînée. Milo a paniqué, a fait avancer le crabe à la hâte, criant fort pour sa sœur. Grâce à une collaboration risquée, Milo a ordonné au véhicule de charger directement sur le serpent, le forçant à desserrer son emprise et à libérer Pawu. Bisco l'a rapidement rattrapé, l'aidant à échapper au danger. Mais juste au moment où les deux sautaient au sol, le serpent s'enroula de manière inattendue autour de la pince du crabe, la saisissant fermement et ne le lâchant pas. Bisco était tendu, tirant continuellement son arc et tirant des flèches, mais le serpent semblait indemne. Milo a alors crié, suppliant Bisco de lui faire confiance. Il tira fermement sur la corde de l'arc, visa soigneusement et tira droit, la flèche touchant un endroit vulnérable, coupant la pince du crabe qui était fermement tenue. Le crabe fut libéré, mais Milo se tenait désormais juste devant la gueule du serpent géant. À ce moment de vie ou de mort, Bisco et Pawu ont agi simultanément. Elle chargea tout droit sur sa moto, tandis que Bisco sautait pour attraper Milo. Tous deux tombèrent, complètement engloutis dans la gueule du monstre. À l'intérieur du corps du serpent, Milo et Bisco lui ont rapidement fourré un tas de champignons dans la bouche. Lorsque les champignons ont violemment explosé, Bisco a utilisé la propre arme de Pawu pour poignarder de l'intérieur, brisant le crâne du serpent. Les deux hommes s'en sont sortis d'un bond décisif, tombant en toute sécurité au sol, trempés de sueur, mais les yeux brillants toujours de détermination. Retrouvant sa sœur, Milo a finalement réussi à tout expliquer, lui faisant comprendre qu'il était parti avec Bisco pour la sauver, pas parce qu'il y avait été forcé. Ils regardèrent ensemble le cadavre du serpent, remarquant un étrange type de champignon poussant sur son corps. Milo était certain que c'était le champignon mangeur de rouille qu'il recherchait depuis le début. Bisco accueillit un champignon et a essayé de le manger, mais ce n'était pas différent des champignons ordinaires, ce qui lui faisait douter d'être allé dans la mauvaise direction. Ne voulant pas abandonner, Bisco a décidé de trouver un autre serpent à vérifier, estimant qu'il ne pouvait pas revenir les mains vides après tant d'efforts. Milo voulait qu'il reçoive d'abord un traitement, mais Bisco n'a pas voulu écouter, repoussant même Milo. C'est à ce moment-là que Milo découvre quelque chose d'inhabituel. Il posa la main ensanglantée de Bisco sur le champignon, et aussitôt le champignon réagit étrangement. Voyant cela, Bisco permit finalement à Milo de panser sa blessure. Milo a curieusement posé des questions sur le groupe sanguin de Bisco, mais il ne savait pas ce qu'était un groupe sanguin. Milo se souvient que son grand-père avait dit exactement la même chose et s'est rendu compte que les protecteurs des champignons n'avaient pas beaucoup de connaissances médicales. À partir de là, Milo a commencé à soupçonner que le sang des protecteurs de champignons contenait un composant spécial, ce qui permettait aux champignons mangeurs de rouille d'être efficaces. Avec une idée en tête, Milo a dit avec hésitation qu'il voulait demander du sang à Bisco pour l'expérimentation. Pawu a observé la conversation, changeant progressivement son point de vue sur Bisco et les protecteurs des champignons. Elle regarda Bisco en silence, ce qui rendit le jeune homme embarrassé, rougissant et se détournant rapidement. Pour éviter l'atmosphère tendue, elle est sortie pour réparer son véhicule. Mais alors qu'elle était occupée à travailler, elle aperçut soudain plusieurs fils métalliques tomber d'en haut, s'accrochant fermement au cadavre du serpent. Levant les yeux, elle fut surprise de réaliser que Kurokawa les suivait depuis longtemps. Il n'a pas tenté de se cacher, déclarant sans détour qu'il avait utilisé leur groupe pour trouver les champignons mangeurs de rouille. Son intention était de saisir ce champignon et de le vendre au gouvernement à un prix élevé.
Bisco a immédiatement sorti son arc, tirant des flèches sur le ballon où se tenait Kurokawa. Mais toutes les flèches se sont révélées inefficaces car le ballon était recouvert d'une membrane antifongique. Ses acolytes commencèrent à se moquer, estimant que Bisco était trop faible. La blessure l'empêchait de faire quoi que ce soit, mais Bisco n'en a pas tenu compte, sautant pour tirer une flèche directement à travers la vitre de la salle de contrôle. À ce moment-là, Kurokawa contre-attaqua, tirant une balle rouillée directement dans l'estomac de Bisco. Il s'est effondré, le sang coulant, mais ses yeux brillaient toujours de détermination. Ayant obtenu ce qu'il voulait, Kurokawa ordonna rapidement la retraite, abandonnant tout derrière lui. Le lendemain matin, les choses se sont à nouveau calmées. Pawu réalisa qu'elle ne pouvait rien faire d'autre que confier son frère à Bisco. Elle lui fit confiance et lui confia Milo, puis revint seule. Avant de partir, Milo a donné 2 doses de médicaments à sa sœur. Un pour qu'elle le ramène en ville, un pour le grand-père de Bisco. Mais elle a renoncé à sa part pour Bisco, car sa blessure était trop grave. Sans traitement, elle se propagerait rapidement. Bisco, pour la première fois, l'appela doucement par son nom, Pawu, l'émouvant émotionnellement. Elle sourit en signe d'appréciation, le faisant rougir profondément. Pawu est ensuite retourné au camp, mais a été horrifiée de découvrir que les soldats sous ses ordres avaient tous été contrôlés. Elle tomba immédiatement dans un piège capturé par Kurokawa. Il a même fait sortir le grand-père de Bisco en otage, rendant la situation désespérée. Pendant ce temps, Milo et Bisco se reposaient dans une cabine entièrement équipée. Au lieu de se reposer, Bisco était occupé à jouer avec le crabe, ignorant sa propre blessure, confiant même toutes les tâches sur Milo. Milo était à la fois en colère et inquiet, cuisinant tout en grommelant avec irritation. À ce moment-là, le journal télévisé de Kurokawa a fait pâlir le visage de Milo. Lorsque Bisco revint, Milo essaya de paraître calme, mais ses yeux ne parvenaient pas à cacher son malaise. Bisco remarqua quelque chose d'étrange, goûta la nourriture que Milo venait de cuisiner et découvrit immédiatement qu'elle contenait des somnifères. Il soupçonnait que Milo lui cachait quelque chose, puis devina que Pawu était en danger. Bisco a affirmé qu'il savait où elle était détenue et qu'il voulait aller la secourir immédiatement. Mais Milo l'a arrêté en lui disant qu'avec la gravité de sa blessure, Bisco ne pouvait pas prendre de risque. Bisco l'a ignoré, ce qui a conduit à une violente dispute entre les deux. Milo a même brandi son arc et ses flèches pour menacer Bisco. Milo s'étrangla, disant qu'il ne pouvait pas laisser Bisco prendre des risques simplement parce qu'ils étaient des amis proches, et que toute la responsabilité ne pouvait pas être placée sur les épaules d'une seule personne. Finalement, Milo sortit silencieusement les données qu'il avait préparées à l'avance et l'antidote, son regard déterminé, prêt à relever des défis aux côtés de son ami. Mais il est rapidement renversé par Bisco. Bisco a estimé qu'il avait été un peu trop dur. Après tout, Milo était son camarade. Dans un moment de perte de concentration, Bisco s'est vu injecter une dose par Milo. Puis il s'est endormi. Après avoir soigneusement couché son ami dans son lit et l'avoir recouvert d'une couverture, Milo partit seul. Il était déterminé à sauver sa sœur et Jabai. Kurokawa se détendait dans une pièce luxueuse, buvant du vin tout en jouant aux cartes avec ses subordonnés. La lumière jaune pâle projetée rendait la scène encore plus sinistre. Le jeu était trop facile, ce qui l'ennuyait progressivement. Son rire méprisant résonnait dans l'espace silencieux. Soudain, sorti de l'obscurité, Milo apparut, l'arc déjà tendu. Il visa froidement directement Kurokawa, les yeux remplis de haine. Milo était toujours hanté par l'image de sa sœur torturée que Kurokawa avait délibérément diffusée en Full HD, non censurée, sur l'écran de télévision hier, ainsi que par la menace vicieuse que s'il voulait sauver sa sœur et Jabai, il devait d'abord lui révéler docilement le secret des champignons mangeurs de rouille. Milo serra les dents, exigeant qu'il libère sa sœur avant de discuter d'autre chose. Mais Kurokawa sourit, refusant catégoriquement. Il pensait que s'il remettait la personne en premier, que se passerait-il si Milo prenait sa sœur et s'enfuyait? Qui pourrait l'arrêter? N'ayant pas d'autre choix, Milo a été contraint de jouer une pièce de théâtre, sortant plusieurs flacons de médicaments, faisant semblant de préparer une formule. Kurokawa a d'abord montré de l'intérêt, ses yeux s'éclairant à l'idée d'avoir bientôt un pouvoir illimité entre ses mains, mais tout ce que Milo faisait n'était qu'un truc. Kurokawa fut surpris lorsqu'il réalisa que tout cela n'était qu'une tromperie élaborée. Le tube à essai dans les mains de Milo fumait, une épaisse fumée rouge se répandant dans toute la pièce. Cette fumée contenait un agent paralysant faisant trembler et s'effondrer le puissant homme de main en un clin d'œil. Milo n'a pas manqué l'occasion. Rapide comme l'éclair, il a tiré des flèches pour abattre chaque soldat, chaque tir étant précis. Ensuite, Milo est allé derrière Kurokawa, a sorti son couteau et l'a poignardé à plusieurs reprises. C'était sa vengeance pour ce que sa sœur avait enduré. Pendant un instant, Milo crut qu'il avait réussi et qu'il pouvait partir, mais non.
Kurokawa ne fut pas facilement vaincu. Avec sa ruse inhérente, il a soudainement poignardé Milo d'un coup fatal. Le sang a coulé. Milo baissa les yeux avec incrédulité, réalisant qu'il avait été contre-attaqué. Ne s'arrêtant pas là, il a également utilisé une flèche spéciale pour tirer sur Milo. Cette flèche contenait des toxines, prenant progressivement le contrôle du corps de Milo, lui faisant presque perdre le contrôle de lui-même. Kurokawa eut un sourire diabolique, révélant un secret choquant, selon lequel il était autrefois un protecteur de champignons, alors il comprit comment il fonctionnait. Avec une formule de champignons mangeurs de rouille en main, il deviendrait le plus fort, le plus puissant, surpassant de loin tous les autres. Il ordonna à Milo de révéler le secret, sinon il le transformerait en marionnette comme ses soldats sans âme. Milo serra les dents, ignorant la menace, refusant catégoriquement de le dire. Kurokawa devint encore plus en colère, se préparant à ajouter une autre flèche. Soudain de loin, Bisco est apparu de manière inattendue. Jabai, à cette époque, faisait également semblant d'être stupide pour trouver une opportunité. Pendant son emprisonnement, il a intelligemment utilisé un rat et a lui-même fabriqué une solution pour casser une serrure, ouvrant ainsi une voie d'évacuation. Kurokawa était amer, pointant son arbalète sur Bisco, la bouche continuellement moqueuse. Bisco a quand même provoqué sa réaction, forçant Kurokawa à révéler la vérité selon laquelle c'était lui qui avait répandu des rumeurs selon lesquelles les protecteurs de champignons propageaient la rouille pour diviser les cœurs des gens. Juste au moment où Kurokawa était sur le point d'appuyer sur la gâchette, son bras tenant l'arbalète fut brisé par le tir de Bisco. Cependant, Milo avait maintenant complètement perdu le contrôle, ripostant accidentellement, blessant Bisco. Kurokawa en profita pour forcer Milo à choisir. Il ne pouvait choisir qu'entre révéler le secret ou tuer son compagnon de voyage de ses propres mains. Dans cette situation désespérée, Milo a finalement dû révéler un secret caché dans le sang des protecteurs fungi. Mais Kurokawa était un véritable imposteur. Dès qu'il a connu la vérité, il a immédiatement montré ses vraies couleurs, ordonnant à Milo de tuer Bisco. La flèche mortelle s'envola, mais à ce moment précis, Bisco a risqué sa vie pour l'attraper avec sa bouche et lui a tiré dessus. La flèche a transpercé l'œil de Kurokawa, le faisant crier. Juste après, des champignons poussèrent abondamment sur son corps, se répandant partout, le forçant à se cogner la tête contre le plafond avec frénésie. Il s'est avéré que tout cela était dû à Jabei, l'ancien maître de Bisco, qui avait agi dans l'ombre. Il avait activé les champignons pour contrôler Kurokawa, puis avait rapidement sauvé Milo et Bisco. Avant de partir, il leur a demandé de courir vite, tout en restant une fois de plus en arrière pour retenir les soldats. Malgré les objections de Bisco, Jabai a toujours fermement décidé de rester, tirant des flèches et semant des champignons, faisant sombrer les soldats contre-attaquants dans un état d'euphorie provoqué par la drogue. Incapable de riposter efficacement, après s'être enfui à l'extérieur, Milo a commencé à s'effondrer alors que le poison de la rouille se propageait rapidement dans tout son corps. Voyant son ami à bout de souffle, Bisco s'agenouilla, des sentiments d'impuissance et de douleur lui déchirant le cœur. À ce moment-là, le fidèle crabe géant s'est précipité, balayant les soldats restants, les protégeant tous les deux. Bien que grièvement blessé, Milo tenait toujours la main de Bisco, sa voix tremblante lui ordonnant de ne pas laisser sa mort être vaine. Bisco, souffrant, ne put que s'effondrer à côté de son ami. Milo s'est réveillé dans un état brumeux. Dans un bref rêve, il se voyait réuni avec tout le monde, sa sœur, son grand-père et ses amis, pour une petite fête chaleureuse et pleine de rire. Mais cette image s'éloignait de plus en plus, s'estompant progressivement comme si elle se dissolvait dans la brume. Milo se réveilla en sursaut, sa respiration rapide, la sueur battant sur son front. Son corps tout entier était désormais étroitement bandé, chaque bande blanche s'enroulait si fermement que même un léger mouvement était douloureusement aigu. Ses yeux étaient recouverts d'un épais bandage, le désorientant comme s'il était définitivement tombé dans l'obscurité. L'idée qu'il pourrait devenir une personne aveugle comme une sorte de moine aux pieds sans ombre et à ondes sonores lui traversa l'esprit, faisant trembler Milo de peur, imaginant une vie de lutte éternelle dans l'obscurité. À côté de lui, Bisco était assis là, contemplatif, mais d'une voix calme, rassurant Milo de ne pas trop s'inquiéter. Il a dit qu'il avait obtenu un champignon précieux de Pawu et qu'il faisait des recherches pour préparer des médicaments. Sur la base de la formule que Milo lui-même avait laissée, Milo s'empressa de demander si Bisco l'avait déjà testé sur lui-même, espérant qu'il serait lui-même le premier cobaye. Mais Bisco s'est contenté de sourire, en répondant qu'il avait déjà été un cobaye pour les médicaments jusqu'à l'ennui. En réalité, Bisco a délibérément bandé les yeux de Milo
Milo pour cacher la vérité selon laquelle la maladie de la rouille était toujours dans son corps, pas du tout disparue. Milo se tue, se sentant coupable que son impulsivité et son caractère colérique les aient mis tous les deux dans cette situation, mais Bisco suggéra gentiment qu'ils n'avaient pas nécessairement perdu. Parce qu'après tout, ils avaient réussi à sauver Jabay et Paou. Il a consolé Milo en lui disant qu'un tel résultat était plus que suffisant pour espérer. Mais Milo n'était toujours pas content. Il soupira puis suggéra soudain avec malice que Bisco devrait essayer de sortir avec sa sœur. Bisco sursauta, le visage rougissant de peur, se souvenant immédiatement de la scène où il avait failli être frappé à la tête avec une barre de fer par la sœur de Milo. L'idée de sortir avec cette femme dure l'empêchait d'imaginer plus loin. Milo éclata de rire, puis dit doucement que sa sœur était en fait assez semblable à Bisco bien que forte à l'extérieur. Elle était intérieurement sensible et n'avait jamais eu d'expérience amoureuse. De plus, sa sœur était également l'une des plus belles beautés de la ville. En entendant cela, Bisco ne savait pas comment réagir. Il marmonna simplement et se gratta la tête. Ils se regardèrent et rirent. Par la suite, Milo, trop épuisé, s'endormit progressivement. Bisco le regarda dormir profondément. Un sentiment de remords grandissant en lui. Il n'osait pas rester trop longtemps aux côtés de Milo car il était devenu un fardeau et ne voulait pas que Milo soit confronté à davantage de dangers. Finalement, Bisco a pris une décision douloureuse. Il se séparerait ici pour que Milo soit plus en sécurité. Pendant ce temps, ailleurs, Kurokawa poursuivait toujours sa sombre conspiration. Il avait emmené Jabay dans un vieil entrepôt, un endroit sombre, plein d'odeurs de rouille et d'huile de machine. Ici, Kurokawa révéla froidement tout son plan. Récemment, la rouille dans l'air a considérablement diminué et le nombre de personnes infectées a également progressivement diminué. Cela signifiait que son pouvoir était également ébranlé. Par conséquent, Kurokawa prévoyait de créer un vent de rouille artificiel. Il avait l'intention de faire fondre un monstre géant entièrement recouvert de rouille, puis d'utiliser des balles de rouille pour tirer directement dans la direction des sources de vent. Lorsque le vent transportant la poussière de rouille se dissiperait, la Terre entière serait à nouveau plongée dans une épidémie. Ne s'arrêtant pas là, il a également déclaré qu'il exterminerait les espèces de serpents dans cette vallée pour empêcher les champignons mangeurs de rouille d'avoir une chance de se développer. Il a gardé Jabay en vie, le forçant à retourner au village des protecteurs des champignons pour persuader la jeune génération de donner du sang comme matériel pour la production de médicaments. Mais Jabay s'y opposa fermement, les yeux brillants, et utilisa soudain sa propre tête pour heurter directement le visage de Kurokawa, lui cassant le nez et le sang jaillissant à flot. Les gardes se sont immédiatement précipités pour le battre sévèrement. Dans sa colère, Kurokawa a sorti un couteau dans l'intention de couper les doigts du vieil homme pour forcer la soumission. Mais Jabay resta ferme, ne tremblant pas de peur. Juste au moment où la lame était sur le point de toucher sa peau, l'un des soldats a soudainement trahi, balançant son couteau pour couper les chaînes qui liaient Jabay. Il se retourna pour poignarder avec force la jambe de Kurokawa, lui causant une telle douleur qu'il dut retirer son masque. À ce moment, tout le monde était choqué. Il s'est avéré que le traître était en réalité Bisco déguisé. Ne manquant pas l'occasion, Bisco frappa fort, renversant Kurokawa. Mais le vieux renard a quand même réussi à échapper à la mort. En descendant au sous-sol, Jabay a été choqué lorsqu'il a réalisé que Bisco avait également été infecté par la rouille. Mais Bisco était calme, demandant à son grand-père de trouver un moyen de détruire le canon de Kurokawa pendant qu'il s'en occuperait lui-même. Ils s'embrassèrent étroitement, comme pour un dernier adieu, avant que Bisco ne saute au sous-sol pour la bataille finale. Kurokawa ordonna immédiatement à ses acolytes d'apporter l'arme secrète. C'était un géant avec des problèmes mentaux. La main brandissant un pistolet, tirant frénétiquement et sauvagement, Bisco a rapidement tiré 2 flèches à ses pieds, faisant exploser le moule, faisant tomber le géant directement dans le magma en contrebas. La bataille s'est déroulée sous tension. Alors que Bisco se préparait à achever Kurokawa avec son arc et ses flèches, il découvrit que sa main avait été corrodée par la rouille et ne pouvait plus tirer l'arc. Kurokawa rit moqueusement, montrant son triomphe, mais Bisco se précipita en avant, le frappant droit au visage, grognant que courir était inutile. Il le traquerait jusqu'au bout. Les deux se sont battus avec acharnement. Bien qu'il ait été abattu à plusieurs reprises, Bisco avançait toujours furieusement, renversant chaque homme de main, puis se précipitait pour donner un dernier coup de poing qui brisa le visage de Kurokawa. La main de Bisco était rouillée et ensanglantée, mais ses yeux ne bronchèrent pas. Kurokawa rechargea précipitamment, se préparant à l'achever lorsque Milo apparut soudainement. Il a tiré une flèche précise, faisant tomber la prothèse de bras de Kurokawa. Bisco saisit l'occasion pour lui mordre directement le cou, puis le coinça dans la rouille en fusion. Les cris de Kurokawa résonnèrent, puis furent rapidement submergés dans le flux de magma rouge vif. La bataille s'est terminée.
Milo se tenait à proximité, les larmes et le mucus ruisselant, reprochant à Bisco pourquoi il s'était risqué seul. Il se souvint de la promesse qu'ils avaient jadis faite, mais Bisco se contenta de remettre son arc à Milo en lui disant que son âme existerait à l'intérieur, même si son corps aurait été dévoré par la rouille. Il a demandé à Milo de mettre fin à ses jours, plutôt que de laisser la rouille lui enlever cette dignité. Milo tremblait, sa main serrant fermement la corde de l'arc, les larmes coulant. Dans ce moment de douleur ultime, il a été contraint de réaliser son dernier souhait. La flèche quitta l'arc, traversa le vent pour s'enfoncer directement dans la poitrine de Bisco. Son corps s'enfonça progressivement dans le magma, mais sur ses lèvres persistait toujours un sourire soulagé. Milo tomba à genoux, criant de désespoir, alors que son ami, son cher camarade, était parti pour toujours. Puis sa bouche commença à marmonner qu'il aimait Bisco. Jabai et Pawu se trouvaient désormais directement face à une meute de chimpanzés géants, des animaux déformés au point de conserver à peine la forme originale des primates. Leur grognement rauque résonnait dans toute la zone de l'usine, rendant l'espace déjà chaotique avec le bruit du métal brisé et les cris des machines encore plus tendus. Chaque pas des bêtes monstres marchant sur le sol craquelé était comme une menace, signalant la folie imminente. Derrière eux, l'usine géante de Kurokawa tombait également dans un état incontrôlé. Les tuyaux tremblaient violemment, la chaleur s'échappait abondamment et les alarmes sonnaient continuellement. Le canon en forme d'éléphant placé au centre de l'usine commença alors à briller. Son mécanisme interne charge de force de l'énergie pour se préparer à tirer des munitions rouilleuses mortelles menaçant toute la zone environnante. Jabai a reconnu le danger imminent. Il a déclaré de toute urgence qu'il devait arrêter ce canon immédiatement. Sinon, tout le monde ici n'aurait aucune chance de survie. À ce moment de tension, Pawu lança soudainement une puissante attaque, abattant instantanément le singe géant qui se précipitait en avant. D'un mouvement décisif, elle attrapa son corps lourd et le lança directement sur le canon en forme d'éléphant. L'impact extrêmement fort a fait chanceler l'éléphant mécanique géant tout entier, le secouer violemment, puis le renverser, obligeant l'ensemble du processus de tir à s'arrêter. Jabai, aujourd'hui âgé de 70 ans, n'a pu s'empêcher d'être stupéfait en voyant cela. Ses yeux reflétaient une surprise mêlée d'admiration, accompagnée d'un peu de soulagement, en voyant le danger temporairement stoppé. Cependant, avant qu'ils aient pu pousser un soupir de soulagement, l'usine entière a commencé à trembler plus violemment, des explosions consécutives retentissant de l'intérieur. Des flammes rouges vifs jaillirent des fissures, signalant que toute la structure était sur le point d'exploser violemment. Pawu n'a pas eu le temps de beaucoup réfléchir. Elle s'est immédiatement précipitée dans la mer de feu et de poussière à la recherche de Bisco. Son cœur battait continuellement, chaque pas porteur d'un fragile espoir qu'il était encore en vie, quelque part au milieu du chaos. Cependant, lorsqu'elle est arrivée, tout ce qu'elle a vu, c'est Milo. Les deux hommes se sont rapidement soutenus pour courir dehors, échappant de justesse à l'usine qui s'effondrait en grandes sections derrière eux. Ils ont retrouvé Jabai à l'extérieur qui, dès qu'il a vu les deux frères et sœurs, a immédiatement demandé où se trouvait Bisco. Milo baissa légèrement la tête, sa voix tremblante lorsqu'il répondit que Bisco serait désormais pour toujours dans son cœur. Cette déclaration brève mais lourde a immédiatement fait comprendre à Jabai et Pawu ce qui s'était passé. Ils n'avaient pas besoin d'explications supplémentaires. Rien que les yeux tristes et la voix étranglée de Milo suffisaient à les faire tomber tous deux dans le silence. Pawu serra le poing, ses yeux rougissants mais incapables de pleurer, tandis que Jabai ferma doucement les yeux, soupirant profondément comme pour ravaler toute la douleur intérieure. L'atmosphère autour d'eux devint soudain lourde, comme si toutes les couleurs avaient été vidées, ne laissant qu'une perte amère. Dans l'après-midi, lorsque la poussière s'est progressivement retombée, les militaires et les équipes de secours sont enfin arrivés. Ils ont immédiatement déployé leur travail, nettoyant le champ de bataille parsemé de cadavres de monstres, et des restes laissés par l'horrible explosion de l'usine. Milo se tenait silencieusement devant les cendres, ses yeux suivant les colonnes de fumée noire qui s'élevaient toujours régulièrement. En lui montait un sentiment de vide, à la fois douloureux et déterminé, comme si le souvenir de Bisco allait désormais devenir à jamais le feu qui le guiderait pour avancer. Soudain, des ruines, un gigantesque Iron Man surgit de manière inattendue. Cet homme de fer s'est verrouillé sur sa cible, qui devait tirer des balles sur la Crying Children Valley. Cette vallée était également l'endroit où existaient les champignons mangeurs de rouille. On pouvait donc comprendre que cet Iron Man voulait exterminer les champignons mangeurs de rouille. L'air familier, Milo devina immédiatement que cet homme de fer était en fait le vieux Kurokawa. L'armée a tenté de riposter, mais en vain.
En seulement quelques éclats de flammes et quelques pas, l'homme de fer a réussi à dégager les chars qui bloquaient son chemin. Puis, l'homme de fer commença à changer de direction, se dirigeant vers les grandes villes. Le crabe de Pisco avait été enfoui profondément sous le sable. Voyant Milo inquiet, Jabei dit que ce crabe avait la capacité de résister à la rouille. Donc Milo n'avait pas besoin de s'inquiéter. Milo avait reçu une injection de médicaments anti-rouille, alors il s'est porté volontaire pour aller arrêter l'homme de fer. Jabei et Pawu sont restés sur place. Ils le suivraient plus tard. La fille aux cheveux roses s'est rendue à l'endroit où Pawu avait été kidnappé auparavant, quand soudain elle a rencontré des soldats de la garde qui venaient d'échapper au contrôle de Fangi. Ils se regardèrent sans comprendre ce qui se passait quand soudain un avion militaire arriva. L'avion est venu trouver du matériel pour la prochaine bataille avec Iron Man. Ils ont dit que Bisco était mort dans le magma, ce qui avait gravement choqué la jeune fille. L'Iron Man a traversé cette zone. L'armée disposait d'armes entièrement équipées pour le combattre, mais malgré tous leurs efforts, cela n'a servi à rien. L'Iron Man était presque indemne. Il lui suffisait de porter son regard froid vers l'armée, de choisir une cible, puis de cracher une rouille mortelle. Après ce moment, un peloton entier a disparu, se dissolvant dans des cris de terreur. Les gardes à proximité ont également voulu se précipiter pour les soutenir, mais ils sont tombés dans un état d'hésitation. Personne n'a osé prendre une décision. Tout le monde voulait attendre les instructions de Pawu. Cette hésitation fit que Milo regarda la scène sans voix, même la colère montant dans son cœur face à la lâcheté de ceux qui auraient dû être chargés de protéger tout le monde. Pendant ce temps, Iron Man marchait avec désinvolture, chaque pas écrasant tout, semant un sentiment d'impuissance sur le champ de bataille. Alors qu'il traversait la zone des commerçants qui tentaient d'évacuer, Milo a soudainement crié fort. Il a appelé Kurokawa directement par son nom. L'homme de fer s'arrêta immédiatement en tournant la tête. Les yeux rouges vifs brillèrent depuis l'interstice du masque d'acier, puis le bras métallique se leva, se préparant à tirer un rayon laser mortel. À ce moment-là, une lumière rouge vif se dirigea droit vers Milo. Son corps se précipita immédiatement sur le côté, roulant pour l'éviter, sentant la chaleur du flux d'énergie passer près de sa peau. Ne se laissant pas tomber dans une position passive, Milo a tiré son arc. Des flèches spéciales remplies de spores fongiques étaient tirées en continu. Contrairement aux balles inutiles, les champignons pourraient corroder l'armure d'Iron Man, des plaques de métal commençant à rouiller de manière inégale. Pendant qu'il tirait, il se moquait, provoquait délibérément la colère pour attirer l'attention de l'ennemi sur lui. Cela a créé un espace précieux permettant aux alliés d'avoir une chance de contre-attaquer. Au moment le plus dangereux, un son fort retentit de loin. Jabei apparut, chevauchant le dos du crabe géant. Sans hésitation, il a crié fort, faisant signe à Milo d'unir ses forces. Tous deux tiraient continuellement, mettant toute leur force dans l'homme de fer. Son idée était très claire, il leur suffisait de la vaincre et de la renverser, et ils gagneraient. Des flèches transportant des champignons de rouille pleuvaient sur le géant. Cependant, l'homme de fer restait ferme, apparemment pas du tout ébranlé. Au lieu de s'affaiblir, il rugit violemment, encore plus violemment qu'auparavant. Soudain, il rejeta la tête vers le ciel. Milo frissonna momentanément, un sentiment de malaise l'envahissant. Son intuition lui disait que le géant était sur le point de faire quelque chose de terrible. L'intuition du protagoniste était correcte. Juste après le rugissement, une bombe énergétique géante a été lancée directement dans les airs, puis a plongé directement sur les têtes du groupe de Milo et de Jabei. Ensuite, le groupe tout entier a été immédiatement emporté au loin et englouti dans une tempête de feu. Pawu ne comprenait pas pourquoi elle avait rencontré Tyrol par hasard. Les deux hommes décidèrent rapidement de faire équipe, montant dans une vieille voiture rouge, mais encore assez robuste, démarrant le moteur et se dirigeant directement vers l'endroit où Milo se battait. Sur le chemin, l'ambiance dans la voiture était incroyablement tendue. Tyrol, qui emportait toujours avec elle divers matériels de recherche, a soudainement sorti un plan détaillé de l'homme-machine géant créé par Kurokawa. Pawu avait l'impression d'avoir décroché de l'or. Elle tendit la main pour l'attraper, pour y jeter un coup d'œil, mais son action quelque peu hâtive et précipitée fit perdre le contrôle de la voiture, plongeant presque hors du bord de la route. Tyrol ne pouvait pas croire que cette personne impulsive et précipitée ait un lien de parenté avec quelqu'un d'aussi calme que Milo. Dans un autre développement, Milo et Jabei avaient échappé à l'horrible explosion plus tôt. Ils étaient encore en vie, mais le prix à payer n'était pas minime. Jabei a été grièvement blessé à la jambe et ne pouvait plus bouger rapidement. Milo l'a aidé avec précaution à s'asseoir, puis lui a rapidement prodigué les premiers soins temporaires en le bandant pour arrêter le saignement. Pendant leur repos, Jabei commença à expliquer.
La rouille n'était rien de moins qu'une destruction. Cela corroderait tout, y compris les humains. La seule chose qui pourrait lutter contre la rouille ne pouvait être que le Fundy mangeur de rouille. Milo serra le poing et hocha la tête. Ensuite, il a laissé Jabai chez les marchands voisins pour s'occuper de lui, leur a demandé d'être prudent, puis a grimpé seul sur le dos du crabe géant. Milo savait bien que Kurokawa se dirigeait vers la ville, l'endroit où il avait des souvenirs d'avant avec ses enfants. Au même moment, dans la ville, les enfants d'avant se rassemblaient anxieusement. Ils voulaient discuter des moyens de protéger leur patrie. Mais l'un d'eux, le gamin avec un bandeau, qui avait une vision plus réaliste que les autres, a pris la parole en informant le groupe qu'ils ne pouvaient pas riposter. Il valait mieux se retirer pour sauver leur vie. Plus tard, ils auraient encore une chance de reconstruire. Ce conseil fit vaciller tout le groupe, et finalement, ils acceptèrent de fuir. Avant de partir, ils n'oublièrent pas de poser quelques pièges rudimentaires dans l'espoir de ralentir l'avancée de Kurokawa. Lorsque Kurokawa est arrivé, il s'en est rendu compte et s'est immédiatement mis en colère, rugissant et poursuivant les enfants. Voyant le danger, le commandant s'est courageusement porté volontaire pour se séparer du groupe, se levant pour retenir le monstre et protéger les autres. Mais juste au moment où il était sur le point d'être touché par le rayon laser mortel, étonnamment, une zone de champignons rouge vif s'est ouverte, se protégeant juste devant lui. C'était Milo. Il apparut rapidement, tirant des flèches continuellement, à la fois combattant et provoquant délibérément pour attirer toute l'attention de Kuro vers lui. Les flèches imbibées de spores s'incrustèrent continuellement dans l'armure de l'homme-machine, répandant une fumée rouge. La mobilité de Milo était considérable car il avait pour support le crabe géant. Chaque fois que Milo sautait à terre, le crabe se retournait immédiatement pour l'attraper. Son dos est devenu un tremplin permettant à Milo de se déplacer partout, à la fois en esquivant et en contre-attaquant avec une agilité extrême. Alors que la bataille devenait intense, Paou et les troupes de garde apparurent. Ils avaient fait du stop dans la voiture du Tyrol et sont finalement arrivés à temps. Lorsqu'elle vit que Milo était toujours en vie, Tyrol était ravi, sur le point de lui écraser la tête, mais Milo leva la main pour l'arrêter. Il leur fallait désormais tout mettre de côté pour se concentrer sur le combat. Milo insistait toujours pour charger tout droit, déterminé à arrêter Kurokawa. Le groupe dut mettre de côté toute hésitation et se précipita ensemble, direction la vieille ville. Il y avait aussi des filles et la madame du bordel se préparant à une bataille à mort. Mais la menace ne s'arrête pas là, une terrible nouvelle arriva, l'apparition d'Iron Man. En chemin, il a activé les hélices géantes sur son dos, libérant des rafales de vent rouille extrêmement puissantes. Cette force du vent a fait tomber les avions militaires comme des feuilles sèches. Même les chars lourds ont été renversés et transformés en ferraille. L'ensemble du champ de bataille est devenu chaotique. La rouille s'est largement répandue et toutes les armes humaines sont impuissantes. Heureusement, grâce au crabe, le groupe de Milo a quand même réussi à rester en vie. Lorsque le vent mortel soufflait, le crabe utilisait toute sa forme potelée comme bouclier, enterrant même le groupe sous le sable pour éviter la destruction. Ce n'est que lorsque Kurokawa est parti qu'il a déterré, ramenant tout le monde à la surface. N'ayant pas le temps de se reposer, Milo a immédiatement injecté davantage de médicaments interdits pour maintenir ses forces. Il a confié sa sœur à Jabai et aux autres, leur demandant de la protéger. Quant à lui, il grimpa une nouvelle fois sur le dos du crabe, tendit son arc et ses flèches, bien décidé à poursuivre Kurokawa jusqu'au bout. Pendant ce temps, Kurokawa dirigeait l'homme de fer directement vers les murs de la ville. Un barrage d'artillerie de l'armée a tiré en continu, mais tout c'était inutile, ne laissant que des traces de brûlures inégales sur l'armure métallique. Alors qu'il s'apprêtait à lancer un coup destructeur, Milo apparut, décochant une flèche pour le bloquer. Les habitants de la ville ont également vu cette scène grâce à des retransmissions télévisées en direct. Ils ont commencé à croire que Milo sauverait ce monde. Milo et le crabe se lancent dans l'attaque. Le crabe a activé sa capacité spéciale, sautant haut comme un oiseau, créant les conditions permettant à Milo de tirer continuellement des flèches vers le bas, provoquant une épaisse fumée rouge. Cependant, un seul coup puissant de l'Iron Man a suffi à retourner le crabe sur le dos. Milo tomba tête baissée, les yeux flous et perdant progressivement connaissance. Mais il possédait toujours l'instinct légendaire de survie. En mourant, son corps agissait toujours par instinct. Milo sursauta, utilisant des champignons comme tremplin pour prendre de l'élan et sauter sur le dos de l'homme de fer. Il a sorti son couteau, enfonçant à plusieurs reprises la dure couche de fer. Quelque chose a été retiré par lui. Soudain, l'homme de fer se retourna, jetant Milo d'un seul coup directement dans le mur. Une personne normale serait allée à la rencontre de ses ancêtres il y a longtemps. La sœur de Milo était choquée, profondément inquiète pour son frère. Soudain, de l'endroit où Milo venait de couper l'homme-machine, Bisco tendit la main. Il était né de nouveau et était revenu vers eux. Cela semblait illogique, mais comme il s'agissait d'un animé, nous l'accepterons pour le moment.
Bisco sauta de l'homme-machine et vola vers Milo. Puis il annonça haut et fort qu'il était de retour. Alors qu'il s'apprêtait à rencontrer ses ancêtres, Bisco avait entendu Milo l'appeler. Il lui prit la main, rencontrant son compagnon d'armes qu'il croyait revenu auprès de ses ancêtres. Milo se sentit incroyablement ému. Il se blottit contre la poitrine de Bisco, les yeux larmoyants. À ce moment, Bisco réalisa que son bras, perdu à cause de la rouille, s'était rétabli et était encore plus puissant qu'avant. Alors que leur retrouvaille devenait émouvante, le vieux Kurokawa a donné un autre coup de poing perturbateur au jeune couple. Bisco a emporté Milo pour esquiver. Il était devenu beaucoup plus fort qu'avant. Il a agité sa main une fois et de nombreux champignons mangeurs de rouille ont germé, non seulement poussant abondamment, mais ces champignons étaient également dans leur forme complète. Avec cette technique, Bisco a coupé le haut du corps de Kurokawa en deux comme Maître Gojo. Après avoir été ressuscité, Bisco a ressenti une montée de pouvoir en lui. Étant amélioré par le pouvoir du boss final, le haut du corps de Kurokawa pouvait toujours fonctionner. Il commença à retirer tous ses composants, ne laissant que le masque. Milo commença à prendre une décision. Lui et Bisco se préparèrent à charger directement pour achever Kurokawa une fois pour toutes. Jabai, d'un air déterminé, posa sa main sur l'épaule de Milo, lui faisant signe de le suivre. Il a donné l'arc et les flèches aux deux hommes, les encourageant à tout donner pour cette bataille finale. Recevant ce renfort spirituel, Milo et Bisco se précipitèrent simultanément. Dans le cœur de Milo, il repensa soudain aux étranges particules fongiques d'il y a des années, qui avaient autrefois fusionné avec le sang du serpent géant. Lorsqu'ils sont combinés avec le sang de Bisco, ils semblent s'être transformés et ont fait de lui un véritable créateur de champignons. C'était ce champignon spécial qui avait la capacité de corroder et de contrer fondamentalement la rouille mortelle. Il ne comprenait pas entièrement cette transformation, mais Milo savait avec certitude que c'était leur dernière chance. Bisco répondit avec désinvolture qu'il n'avait pas encore besoin de comprendre en profondeur. Combattez d'abord et réfléchissez plus tard. Pendant que le groupe se préparait, le corps de Kurokawa commença soudainement à se dilater anormalement, la coque de fer grondant et grinçant. Le Tyrol accourut frénétiquement en criant un avertissement. « Attendez, n'attaquez pas, l'Iron Man est en pleine expansion et sur le point d'exploser. Un seul impact puissant déclencherait l'explosion. » La zone entière sera réduite en poussière. L'avertissement a fait réfléchir tout le monde. Personne n'a osé agir de manière imprudente. Bisco a érigé à la hâte un épais mur fongique pour bloquer temporairement le flux d'air de rouille que Kurokawa libérait en maintenant une distance de sécurité. Tout le monde a immédiatement exhorté le Tyrol à trouver un moyen de gérer ce problème. Alors que le temps pressait, les mains de Tyrol tremblaient alors qu'elle feuilletait le vieux livre de design, fouillant chaque ligne de texte. Après un moment de tension, elle s'est finalement exclamé qu'il n'y avait qu'un seul moyen, tuer le contrôleur dans la tête d'Iron Man. S'il mourait, le processus d'explosion s'arrêterait. En entendant cela, Bisco était sur le point de foncer immédiatement, mais Milo l'arrêta. Il a clairement déclaré qu'il ne pouvait pas tirer au hasard sans déterminer avec précision la position. Une flèche mal placée déclencherait une explosion immédiate. Alors que tout le monde hésitait, Paou rugit et se porta volontaire. Mais Jabai l'a immédiatement arrêté, affirmant que lui et Bisco assumeraient ce rôle dangereux. Paou secoua la tête en signe d'opposition. Si la pince de crabe de Jabai frappait trop fort, cela pourrait créer des ondes de choc déstabilisantes, provoquant l'explosion immédiate du corps entier de Kurokawa. Elle leva la tête haute, disant avec audace qu'elle s'était entraînée aux arts martiaux basés sur la force et qu'elle délivrerait une frappe perforante sans endommager le corps. Elle briserait elle-même son masque. En entendant cela, Bisco a ri, plaisantant en disant qu'il avait déjà été battu en bouillie par elle pour qu'il admette qu'elle était forte. Bisco lui lança un regard aigu, mais avant qu'il ne puisse réagir, Paou l'avait déjà interrompu, lui disant d'une voix grave d'arrêter d'être aussi sarcastique. Elle était en danger imminent. Malgré son langage caustique, Bisco hocha la tête, cette fois en parlant sincèrement. Si elle pouvait le faire, tout ce qu'elle voulait, il le lui donnerait. De façon inattendue, Paou rougit et s'approcha pour déposer un rapide baiser sur la joue de Bisco. Considérant qu'il s'agissait d'une avance, Bisco était abasourdi, tandis que Milo éclatait de rire, promettant même fermement qu'il aurait une merveilleuse épouse. En entendant cela, le Tyrol a prétexté que l'affaire était réglée pour reculer, évitant ainsi la zone dangereuse. Finalement, Paou fut projeté en avant par Bisco et les troupes de garde. Elle glissa à travers les ruisseaux de rouille mortels, esquivant de près, puis délivra un coup de tonnerre directement sur le masque de Kurokawa. Une détonation retentit, la couche du masque se brisa. Mais immédiatement après, une contre-attaque féroce a envoyé Paou s'envoler. Heureusement sauvé par la création rapide de champignons par Bisco pour l'attraper.
Le masque tomba, révélant la véritable forme du vieux Kurokawa. Il a immédiatement tiré un faisceau d'énergie mortelle vers Pawu. Mais Milo, rapide comme l'éclair, érigea un mur fongique comme bouclier. Bisco a tiré son arc, mais chaque flèche était contrée par le vieil homme avec un faisceau d'énergie différent. Pendant ce temps, Bisco sauta haut, tirant son arc pour porter le coup final. De manière inattendue, un faisceau lumineux a effleuré son œil, rendant sa vision floue, la perdant presque complètement de vue. À ce moment de vie ou de mort, Milo s'est précipité pour tenir fermement la corde de l'arc de Bisco, lui disant de lui faire confiance. Faisant confiance à son coéquipier, Bisco a décoché la flèche. Le faisceau lumineux a traversé directement la tête de Kurokawa, activant la propagation de l'énergie du champignon. De nombreuses fibres fongiques ont éclaté, s'étendant vers l'extérieur, s'accrochant à son corps et à l'homme de fer, les serrant fermement, écrasant finalement tout dans une explosion. Des taches de rouille partout sur le terrain ont été dévorées par des champignons, complètement neutralisés. Avec cette quantité de champignons, il disposait de suffisamment de médicaments pour soigner tous les malades de tout le pays. Les marques de rouille sur le visage de Pawu ont complètement disparu. Le vieux Jabai soupira de soulagement, réalisant avec bonheur que Bisco était toujours en vie, juste inconscient et au repos. Après la bataille, Milo s'assit à côté de Bisco, lui faisant doucement promettre de ne plus le quitter. Bisco était silencieux, mais ses yeux déterminés étaient l'engagement. Quelque temps plus tard, partout dans le monde, les gens ont reçu des vaccins gratuits et la maladie de la rouille a été éradiquée. Pawu est officiellement devenu le nouveau président du comité, se levant fermement pour protéger les plaies fongiques. Quant à Bisco et Milo, ils ont continué à se déguiser, passant clandestinement au poste de contrôle, car tous deux étaient recherchés. L'oncle gardien qui les connaissait autrefois ferma désormais les yeux, les laissant passer, car dans son cœur, il était certain que ces deux-là étaient des héros. Dès lors, les deux hommes entament une aventure ensemble. Disco a passé du temps à rechercher et à réparer son corps immortel. Même si Milo serait le compagnon de confiance à ses côtés, ils formaient tous les deux un couple imbattable.